Bienvenue sur Loire FM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme chaque semaine. Et cette semaine, Gilles, c'est le retour à la politique. Tout à fait Thierry, pardon, tout à fait Philippe. Bonjour, bienvenue sur Loire FM, bonjour à tous les auditeurs. En Rendez-vous avec, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Nous sommes le 10 novembre et on n'est pas en vacances. Demain, on aura également la rediffusion à partir de 11h comme tous les vendredis. Aujourd'hui, la politique, et pour parler de politique, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Longeon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Loire FM. Alors, vous avez un long parcours de politique, puisque si je me souviens bien, on s'est rencontrés à l'époque des municipales et on avait parlé déjà de votre engagement associatif quand vous étiez adolescent. C'est ça, j'ai commencé l'écologie à l'adolescence. Oui, on peut dire à l'adolescence, c'est-à-dire en gros au lycée, dans des associations de protection de l'environnement ou d'écologie de Saint-Étienne, qui existent encore, comme par exemple Millefeuille ou la Fratna. Dont vous avez été président, j'ai vu aussi. Alors, j'ai été directeur de la Fratna, exactement. Pendant 6 ans. Voilà, pendant 6 ans, c'est ça. Et puis après, j'ai fait différentes... je suis rentré dans la vie active. Je suis rentré dans la vie active pendant 6 ans, directeur de la Fratna. J'ai ensuite travaillé dans un centre de formation pour élus qui travaillait sur toute la France. Et puis, aujourd'hui, je travaille à la ville de Lyon pour les élus écologistes, et ce qui me fait travailler évidemment sur l'urbanisme, l'écologie, les déchets, l'énergie, et qui me fait donc poursuivre mon engagement qui est donc aussi bien associatif que politique. Ça veut dire que vous habitez Saint-Étienne et vous travaillez tous les jours sur Lyon? C'est ça, tous les jours je prends le train. Voilà, j'allais y venir justement des problèmes de train. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Votre titre aujourd'hui, c'est conseiller municipal d'opposition à Saint-Étienne. Oui. Et conseiller également à Saint-Étienne Métropole. Et d'opposition aussi, puisque... Oui, c'est deux entités complètement différentes. On va peut-être revenir sur un sujet que j'ai vu récemment. Il y a une refonte, comment ça se passe? On a vu qu'il y avait des élus qui allaient être supprimés à Saint-Étienne Métropole. Si vous pouvez nous expliquer un peu le mécanisme. Alors, je ne veux pas paraître trop compliqué, mais je dirais que simplement Saint-Étienne Métropole était une communauté d'agglomération. Elle change de statut, elle devient une communauté urbaine. Et au changement de statut, en fait, ça rebat les cartes au niveau des représentants des communes. Et suite à une décision du Conseil d'État, il a été décidé que si des communes s'ajoutaient, leur siège ne s'ajoutait pas au siège déjà existant, mais qu'il y avait une refonte, une redistribution, et qu'on redescendait au nombre maximum de sièges pour une communauté urbaine. Donc on a une descente assez importante, puisqu'on doit perdre quelque chose comme une vingtaine d'élus à Saint-Étienne Métropole. Mais ça veut dire qu'il y a toujours au moins un élu par commune? Il y a toujours au moins un élu par commune. Les communes qui n'ont, si je puis dire, pas cette population pour avoir beaucoup de représentants, elles ont juste le maire. Et puis après, c'est proportionnel. Saint-Étienne doit avoir une quarantaine de représentants. Et chaque fois, c'est forcément le maire en premier? Ah, c'est chaque fois le maire. Le maire y est forcément. D'accord. Juste la dernière précision, c'est combien de personnes qui siègent au conseil de Alors, donc là, ça va être 111, si je ne me trompe pas, ou 112. Voilà. Très bien. Sur 50 et quelques communes. Donc en fait, ça fait quand même il y a des communes qui vont être très très peu représentées. Pour revenir à l'écologie, j'ai envie de vous dire, vous êtes tombé dedans tout petit donc. Je suis tombé dedans tout petit, très très petit d'ailleurs même, parce que j'ai eu des frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont entraîné dans la militance écologique, notamment sur des problèmes C'était le début de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, récupérer 3 francs 6 sous pour racheter notamment une réserve naturelle en Gironde, ainsi de suite quoi. Donc si j'ai bien compris le mécanisme, au début c'est les Verts. Qui ensuite, après les élections européennes, devient Europe Écologie Les Verts. C'est ça. À Saint-Étienne, c'est donc Europe Écologie Les Verts. Il y a un bureau, comment ça se passe? C'est une fédération, c'est la Loire, comment ça se passe? Alors d'abord, moi je pourrais dire que je suis adhérent des Verts, donc le parti politique depuis 1984, leur création. Effectivement, pour les européennes de 2009, on a voulu s'élargir, on a créé Europe Écologie, et puis on se retrouve avec 2 partis, un qui s'appelait Europe Écologie, l'autre qui s'appelait Les Verts. Et on a organisé les assises de l'écologie en 2010. À Lyon, et qui a été le fondement, la fusion d'Europe Écologie Les Verts. À Saint-Étienne, on est organisé, la Loire est divisée en 3 groupes. Un groupe Roanne, qui est en gros l'arrondissement de Roanne, un groupe Gier, qui est en gros la vallée du Gier, et puis le groupe Saint-Étienne-Ondaine, qui en fait a la totalité du reste du département, donc le Forêt, le Pilat. Et on a un bureau avec un certain nombre de personnes qui sont élues en charge de différents sujets. Donc Nicolas Patureau est notre secrétaire local et notre secrétaire départemental. Et puis on a par exemple Maurice Morel aux élections, on a Jérôme Besset qui est aux actions, enfin ainsi de suite. Et votre rôle à vous, c'est quoi? Alors moi, mon rôle est plus de m'occuper dans ce groupe-là de la communication. Entre autres, par exemple, de faire attention à ce que le site internet fonctionne, que les Facebook fonctionnent, puisque les réseaux
Internet sont très importants quand même dans la communication politique. On l'a vu même récemment encore aux États-Unis. Et puis, faire attention à ce qu'on existe aussi dans la presse et les médias en faisant des communiqués de presse, etc. Faire vivre la communication du parti. Quel est le fonctionnement? Est-ce qu'on se réunit avec Roanne, avec le GIE, avec Saint-Etienne, on prend des décisions, ou est-ce qu'on reçoit pas des ordres, mais des influences de Paris? Comment ça se passe au niveau de la vie politique, au niveau d'Europe Écologie Les Verts? Alors, je dirais qu'on reçoit finalement peu d'injonctions parisiennes. Ouais. D'abord parce qu'on est un parti qui avait une volonté de décentralisation au maximum, donc en fait on laisse plutôt décider les groupes. Je vous dirais que ce soir, par exemple, on va se réunir avec les 3 groupes de la Loire pour réfléchir aux législatives. On va derrière, là par contre, oui, législative, c'est une élection d'envergure nationale et de scrutin national. À ce moment-là, c'est le national qui décide et qui, en fonction des gens qu'on leur proposera, décideront qui sera candidat. Ça, c'est sûr. Mais les 3 quarts du temps, les décisions sont prises localement. Pour revenir aux législatives, c'est vous qui proposez des noms, ou à Paris on vous dit voilà, il va y avoir telle personne à tel endroit? Non, on propose des noms. On propose des noms et Paris choisira dans les noms qu'on propose. Et au final, qui valide? Au final, qui valide ce qu'on appelle le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral, c'est un peu l'Assemblée, le Parlement du parti, qui avec en gros, par exemple, Rhône-Alpes, il doit y avoir une quinzaine de représentants de Rhône-Alpes, il doit y avoir une vingtaine de l'Île-de-France, et ainsi de suite, des représentants par région. Moi, j'aimerais qu'on m'explique aussi, puis peut-être à nos auditeurs, on a eu l'impression que c'était, allez, je vais pas dire le mot, mais si, je vais quand même le dire, parce qu'on est sur leur FM, c'était un peu le bordel chez vous, parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui ont créé d'autres partis, on ne sait plus très bien ce que c'est que les Verts aujourd'hui. Alors... Il y a eu... je vois que je vous fais sourire, donc je suis dans le vrai. Il y a du vrai. Et on a toujours eu des gens qui, en fait, ont eu des velléités de partir. On remarque quand même que les gens qui sont partis sont soit revenus chez nous, soit ont disparu quand même. Hein. Ils ont l'impression que, oui, l'écologie, c'est facile à faire, c'est facile à dire, il suffit d'en parler et puis c'est fini. Non, il y a quand même une réflexion de fond qui existe dans notre parti, qui fait qu'on a quand même une spécificité. Il y a une sociologue, politologue qui a d'ailleurs analysé ce qui s'est passé sur sur notre primaire présidentielle, qui l'a bien expliqué, qui a dit qu'il y a toujours un fond ouvert de vieux militants qui peuvent avoir démarré très très jeunes, mais qui sont encore là et font un peu le fond de la pensée et qui font que ceux qui sont partis généralement soit reviennent, soit disparaissent quelque part. On parlait de centralisation, on parlait d'organisation du parti, on parlait on a vu finalement dans la primaire écologiste, on a vu ce qui s'est passé là tout récemment, avec finalement tout le monde qui avait vu le chemin tout tracé pour Cécile Duflot, qui aurait gagné la primaire des écologistes et qui derrière aurait été présidente. Tout était d'ailleurs, je pense que dans les calculs de notre direction nationale, tout était parti pour que ça soit Duflot, et on a vu que Duflot n'a même pas franchi le premier tour de notre élection, ce qui est quand même dur pour elle, je le reconnais, mais qui est le signe que ce parti se renouvelle. Parfois, certains disent on est un parti qui a une facilité un peu déconcertante à effectivement à faire du mal à nos têtes, mais on a aussi cette richesse d'avoir les militants qui peuvent dire leurs mots, Vous qui avez vécu cette primaire de l'intérieur, vous l'expliquez comment, ce rejet je ne sais pas si on peut dire rejet, mais cet échec de Madame Duflot aux primaires de votre parti? Puisque si cette voie était toute tracée d'avance. Alors moi, je dirais que... On a même dit du flop. Oui, si vous voulez. Où elle a été emportée par les flots, etc. Non, je pense plutôt que elle a sans doute... comment dire, gagné avant de jouer. Elle a cru qu'elle avait gagné avant de jouer. Et notamment, elle s'était fait, alors ça c'est du détail, mais elle s'était fait une équipe de campagne qui était très peu écologiste. Elle avait pris des gens à l'extérieur. Elle était déjà dans le 3e tour de la campagne, c'est-à-dire en train d'être candidat à la présidentielle. Il y a d'autres choses qui ont joué. Et ça a été très bien expliqué. Les 2 militants qui arrivent en tête, qui sont Yannick Jadot et Michel Rivasi, sont des militants de terrain, des gens qui sont dans les associations. C'est 2 anciens directeurs de Greenpeace. C'est-à-dire des gens qui... pour le peuple de l'écologie qui a voté, qui a décidé d'ailleurs de se rassembler dans ce vote, parce qu'on a eu beaucoup plus de votants hors du parti que dans le parti, eh bien, les gens, ils ont exprimé leur volonté d'avoir des candidats qui soient l'expression de ce qu'ils développent tous les jours sur les terrains, dans les AMAP, dans les associations, par exemple, de défense des transports pour tous, et ainsi de suite, des transports différents, comme par exemple le vélo. Tous ces gens qui sont dans les associations ont exprimé quelque chose, et ils ont du coup plus voté pour des militants associatifs. Donc le vainqueur, c'est tout neuf, c'est lundi, je crois, c'est Yannick Jadot qui a été élu pour représenter votre parti au présidentiel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu une voix, un éclairage sur cette personne qu'on connaît très peu finalement dans la vie de tous les jours, qu'on l'a découvert? Alors Yannick Jadot
Il a le même âge que moi. Il est né en 1967, donc il a 49 ans. L'âge de la raison. L'âge de la raison, peut-être, oui. Peut-être. Bien que nous sommes une génération qui a vécu les années 80, donc on nous a dit beaucoup de choses sur cette génération, qui n'y croyait pas, etc. Et on voit que justement, il y a des gens qui sont très impliqués, comme Yannick Jadot, qui a fait 10 ou 15 ans dans des associations de solidarité internationale, travaillé au développement des pays en voie de développement, justement, en Afrique. Et puis qui après a fait directeur à Greenpeace, d'abord directeur des actions, puis directeur de Greenpeace. On l'a vu se battre contre l'importation massive du bois tropical et la destruction des forêts tropicales. On l'a vu se battre contre des plateformes pétrolières. On l'a vu se battre contre le rejet de déchets radioactifs dans la mer. Et puis nous, en 2009, quand on a voulu lancer la campagne des Européennes, on s'est posé la question, on voulait une candidature de rassemblement des écologistes. On prenait des gens à France Nature Environnement, la Fédération nationale de protection de la nature. On prenait des gens comme José Bové, plutôt Confédération paysanne. Et on s'est dit, ce serait bien qu'on ait Yannick Jadot, candidat dans l'Ouest, dont il est originaire. Il venait de Greenpeace et donc on a proposé à Yannick de venir. Yannick est venu, il a été un député européen très assidu. Il est plutôt, lui, on l'a vu sur TAFTA, CETA, c'est-à-dire les accords internationaux qui vont considérables, qui nous font prendre des risques énormes à l'Europe et à tous les salariés européens. Et puis, l'an dernier, on lui a dit, écoute, on pense qu'il faut que tu y ailles, quoi. Ça s'est passé, pas ces vacances, mais les précédentes, si je puis dire, l'été précédent, où aux journées d'été, on a dit, nous, on pense que tu dois être le candidat parce que quelque part, tu as quelque chose à défendre. Alors, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, par exemple, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est un peu moins connu, mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en pleine campagne, son intervention sur CETA, qui a été filmée au Parlement européen, a fait 2,5 millions de connexions. Oui, pour nous, on partait avec quelqu'un qui était moyennement connu et on voit qu'il gagne à être connu. Je pense qu'il a un certain charisme aussi. Ah, il a un très fort charisme. Moi, je l'ai vu un peu ces derniers jours là, pour étudier un peu le personnage. On voit qu'il y a du contenu et puis il n'y a pas que de l'image, justement. Ah, il n'y a vraiment pas que de l'image, non, il y a énormément de contenu, c'est évident. Oui. C'est quelqu'un qui a une implication de toujours, qui se poursuit aujourd'hui dans son combat politique, mais vous me direz demain, il ne fait pas de politique, il continuera sans doute dans l'associatif à faire ce qu'il a toujours fait, quoi. Il est engagé. Alors là, on croit. On rentre justement dans une année où il va y avoir pas mal d'élections. On a parlé de législatives, on parle aussi de la présidentielle. On est aujourd'hui un peu à se dire, on vote plus pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. Moi, j'ai envie de vous demander, le programme des Verts, c'est quoi? Vous allez nous emmener vers quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez pour finalement faire des choses positives et peut-être même changer le monde? Alors nous, au niveau de l'écologie, bien évidemment. Au niveau des... nous, ce qu'on a toujours... Alors d'abord, moi je voudrais dire que ce qui arrive actuellement, parce qu'on pense quand même à l'élection de Trump, etc., les économistes des Verts et des écologistes ont formulé une formule, on a toujours dit c'est la société en sablier. On a dit à partir des années 80, on est dans une société en sablier. Alors l'Europe, on est plutôt dans ceux qui sont dans le vase haut du sablier. On voit le sable descendre, parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir un peu partager les richesses. Mais quand même, on se demande où on va se retrouver. Est-ce qu'on va se retrouver... On sait qu'on va se retrouver dans le vase du bas, mais est-ce qu'on va se retrouver un peu en haut, dans les 1% qui possèdent toute la richesse, ou tout au fond? Et tout le monde a peur, et tout le monde vote contre. Quand on parle de richesse, est-ce qu'on parle d'argent ou de richesse humaine, de richesse de la nature? La totalité. Nous, par exemple, nous n'emploierions plus, mais bon, ça c'est connu, mais nous n'emploierions plus le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, pas simplement la richesse, mais nous emploierions ce qu'on appelle l'indice de développement humain. C'est-à-dire qu'on doit dire une société, elle est bien développée, certes, quand elle crée des richesses, mais aussi quand elle les partage. C'est-à-dire quand chacun a sa place. Et nous, quand on pose la question de la transition écologique, c'est-à-dire quand on dit il faut sortir du système dans lequel on est en termes énergétiques pour aller vers plus de solaire, plus d'éolien, plus d'économie d'énergie, la question qu'on se pose, c'est que si on fait ça, on va sortir d'une énergie très concentrée et qui va chercher son énergie ailleurs pour aller fabriquer l'énergie sur place et créer des emplois en France. Donc, que quelque part, ça retombe sur tout le monde et qu'on estime que notre projet de transition de la société vers l'écologie, c'est un projet qui redonne de l'emploi à tout le monde. Quand on dit, par exemple, sur l'agriculture, quand on dit qu'on préfère une agriculture paysanne plutôt qu'une agriculture intensive, eh bien, c'est arrêter d'assoiffer, on pourrait dire, les paysans, de les ruiner dans un système qui ne marche pas et revenir à un système qui non seulement sera respectueux de la planète, sera respectueux de l'alimentation et nous donnera de la bonne alimentation, mais en plus créera des emplois dans l'agriculture. Et comment on fait pour faire ça alors ? Comment on fait pour faire ça ? On se met à convertir, très simplement. Ouais. C'est très très simple, on en a les moyens.
récemment, Leonardo DiCaprio, par exemple, a fait un film... Que j'ai bien connu. Moi aussi. A fait un film pour National Geographic International sur le réchauffement climatique. Il reçoit, par exemple, le PDG de la société Tesla, qui fabrique des panneaux solaires, des voitures électriques, des piles, etc., des batteries. Et Elon Musk, le patron, dit, mais c'est très simple. Moi, je suis en train de construire une méga factory à faire du solaire en Californie. Si elle me coûte $1 milliard, si on en fait 100 dans le monde, on résout le problème de l'énergie et on crée des emplois. Mais c'est toujours la question, pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est dans un système... On pas la force, la volonté, ou il y a des lobbies qui bloquent? Il y a des lobbies qui bloquent. Très, très clairement, il y a par exemple sur l'énergie, c'est un très bon exemple, parce qu'on n'a pas la volonté. Alors il y a des choses qui par exemple se développent. Par exemple, nous on a beaucoup dit il faut isoler les bâtiments. Isoler les bâtiments, l'enjeu c'est diminuer aussi les charges. La consommation. Diminuer la consommation pour nous parce que c'est de l'énergie, c'est du carbone, etc. Mais c'est aussi diminuer les charges parce que les gens qui habitent dans les logements et qui doivent payer cher en termes de loyer, si on arrive à leur baisser les charges, quelque part c'est leur redonner une bouffée d'oxygène, de courant, de pouvoir d'achat, et donc améliorer les choses. Ça, il y a la formation des personnes, changer le système, changer la façon dont on construit, etc. Il y a tout un système de blocage et on a au gouvernement depuis des années et des années des gens qui se disent, qui n'osent pas quelque part changer les choses, qui se disent attention, si je joue sur telle ou telle chose, est-ce que je ne vais pas aggraver la situation? Et à force de ne pas oser, à force de ne pas faire, et puis on a sous la force de lobby. Il y a un lobby du pétrole, on pourrait le dire, comme du charbon, comme du gaz, comme il y a un lobby du nucléaire qui est énorme. Aujourd'hui, on nous dit il y a 25 réacteurs nucléaires qui sont arrêtés d'urgence. Et qu'est-ce qui va se passer en France, etc. Mais ces 25 réacteurs nucléaires, nous écologistes, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut... On a toujours dit on ne sortira pas instantanément du nucléaire, et la première des choses à faire, c'est le sécuriser. Aujourd'hui, on a tellement attendu qu'on se retrouve obligé de fermer les réacteurs. C'est compliqué alors. Pour ce qui est de l'écologie, on a eu des ministres qui ont finalement l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, il y a des ministres avec qui il s'est passé beaucoup de choses et il y a des ministres avec lesquels il s'est passé un petit peu moins. C'est vrai, je reconnais. Moi, je pense que, par exemple, Pascal Canfin, qui a été ministre de la coopération internationale, qui aujourd'hui est directeur du WWF, Pascal a fait un travail énorme. Ce gouvernement a décidé de faire la paix quelque part en Afrique. Et pour faire la paix, il a commencé par faire la guerre. Il a été au Mali. Et justement, je pense que Pascal Canfin, lui, a posé la question dans le gouvernement du développement de l'Afrique sur place, pas simplement aller exploiter l'uranium pour l'utiliser chez nous, mais se poser la question du développement de l'Afrique, parce que quand l'Afrique aura les moyens de son développement, quelque part, on aura peut-être moins de conflits. Et Pascal a fait un travail énorme à la coopération internationale. Je pense que Cécile Duflot a un peu raté son coup au niveau du ministère du logement, parce que quand elle a fait sa loi, malheureusement, une loi passe à l'Assemblée et au Sénat et tout le monde y va de son amendement et à la fin, la loi était très dénaturée. Mais il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. Le blocage des loyers dans les zones tendues où les loyers explosaient, plus personne ne pouvait se loger, c'est quelque chose d'important. Qu'un locataire puisse sortir facilement de la location. Alors, je sais qu'un propriétaire va dire mais moi ça m'étrangle, mais le locataire qui est aussi étranglé par le loyer parce qu'il n'a plus de moyens, quelque part ça lui résout un certain nombre de problèmes. Après, je pense que l'action de Emma Kos qu'on a actuellement, qui est écologiste certes dissidente, mais qui en a actuellement au ministère du Logement, est une bonne action. Elle fait un très gros travail sur l'accueil des réfugiés qu'il fallait faire. Il ne fallait pas les laisser dehors n'importe comment, comme on l'a fait trop longtemps. Et je pense qu'il y a des écologistes qui ont un très bon bilan. Je pense même Brice Lalonde qui a fait une loi excellente sur l'eau, qui a fait une loi excellente sur les déchets. Je pense que notre passage, comme petit groupe certes à l'Assemblée, mais laissera des traces, parce que la loi sur la transition énergétique qui a été votée est incontestablement une loi qui va nous permettre de sortir du réchauffement climatique, si on l'applique. À vous écouter, on a l'impression que vous avez bien fait votre travail. Je parle d'Europe Écologie. Et pourtant, dans l'opinion, on a l'impression d'une image floue, une mauvaise image d'Europe Écologie. C'est dû à quoi alors? C'est dû à un certain nombre de gens qui sont... C'est dû aux personnes? C'est dû à des personnes, oui. C'est dû à la guerre des personnes? C'est dû à la guerre des personnes qui existe malheureusement comme dans tous les partis. La guerre des égos? La guerre des égos. Maintenant, je crois que quand on a ce qui s'est passé pour primaire, c'est-à-dire qu'on a plus de 10 000 personnes qui arrivent, qui en fait viennent remettre en cause un peu le ronronnement de ce parti et dire là, il y a un candidat de rassemblement, ce candidat, c'est Yannick Jadot, eh bien moi je crois au rassemblement des écologistes pour les présidentielles parce que je crois qu'il impulse un nouveau fonctionnement, une nouvelle idée, des choses intéressantes qui vont nous regrouper
et faire en sorte qu'on sorte de cette guerre d'ego. Pour rester dans la présidentielle, est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur de ne pas avoir les 500 signatures ? Pas peur de ne pas avoir les 500 signatures, j'allais dire que depuis, alors moi je m'en souviens pas parce que j'étais trop petit, mais depuis 1974, avec René Dumont, on a toujours eu les signatures. Les règles ont un peu changé, quoi. Les règles ont un peu changé, mais... Et puis vous avez moins d'élus ? On a moins d'élus, c'est vrai, et ça nous fait perdre. La dernière fois, je veux dire, on avait les élus d'entrée, ça on les a perdus, c'est sûr, on avait les signatures d'entrée, là on les a plus. Maintenant, quand on dit on va publier tous les noms des maires qui auront signé pour tel ou tel candidat, et donc ça va nous faire perdre des signatures, nous quand même... les gens qui signaient pour nous savaient que potentiellement leur candidature allait être publiée, voire même qu'on allait les recontacter, les rendre médiatiques et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de souci. On aura les 500 signatures, c'est pas le problème. Avant de faire notre pause musicale, une question fondamentale. On classe toujours l'écologie à gauche. Est-ce que l'écologie, elle est à gauche ou elle est à droite ou elle est au centre ou elle est au-dessus de tout ça ? Alors l'écologie peut être quelque part, on peut dire un peu au-dessus. C'est un troisième projet pour moi, c'est évident. Maintenant, si on la classe à gauche, c'est que l'écologie, elle a une forte volonté de n'oublier personne au bord de la route. Aussi bien de ne pas oublier les pays du Sud quand les pays du Nord se développent comme les nôtres, aussi bien ne pas oublier les gens qui, chez nous, ont des soucis. On le dit sans arrêt, hein, généralement, ceux qui ont des problèmes de bruit, par exemple, c'est généralement, si on va au bord des autoroutes, on va retrouver des HLM, par exemple. Donc des gens qui, généralement, ont moins les moyens. Et ainsi de suite. Ceux qui sont le plus soumis aux conflits environnementaux, à la pollution, sont généralement ceux qui ont le moins les moyens. Et d'autre part, à côté, je le redis, l'écologie, c'est une volonté de meilleure répartition des richesses entre tout le monde, de partage. Donc c'est là où on voit la couleur vert et un petit peu de rouge, alors. Si vous voulez. Alors, tous les invités qui viennent nous voir ici à Loire FM adorent m'entendre parler anglais. Et vous n'avez pas dérogé à la règle. Vous avez choisi Phil Collins et on écoute Another Day in Paradise. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you and me in paradise. Just think about it. Oh Lord, is there nothing more anymore?
Bonjour, je suis Kéfir, rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. En retour dans Rendez-vous avec cette semaine, c'est Olivier Longeon qui nous accompagne. On revient plus précisément du côté de Saint-Étienne. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette campagne municipale il y a 2 ans. Est-ce que vous avez gardé un bon souvenir ou finalement ça vous a appris d'autres choses sur, on peut dire, un échec ? Alors d'abord, une campagne, c'est toujours un bon souvenir. Ouais. Même si elle est catastrophique, et j'en ai connu des bien plus Des pires. catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une campagne, surtout une campagne municipale, c'est une équipe. C'est une équipe, c'est une liste de 59 personnes qu'on voit tous plus ou moins. Mais C'est dur on voit justement à avoir 59 personnes. c'est pas forcément dur à avoir 59 personnes. Ce qui est dur, c'est qu'on aimerait faire on aimerait avoir une liste parfaite et que ça, c'est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait Pierre, Paul, Jacques, etc. On appelle, bah non, Joséphine ne veut pas, enfin bon, ainsi de suite. C'est toujours compliqué. Mais c'est un vrai moment d'équipe. C'est un moment où on réfléchit tous ensemble au projet, surtout sur une ville, parce que quelque part, tout le monde connaît un peu la ville, tout le monde connaît au moins son quartier, tout le monde a envie de dire quelque chose, et on est sur quelque chose de très, très, très concret. Et c'est généralement très intéressant. Et pour moi, c'est plutôt un bon souvenir. Je pense que pour l'équipe, c'est aussi de bons souvenirs, je crois. Et on se retrouve encore quelques fois, etc. Et on travaille autour des sujets du conseil municipal. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette défaite ? Est-ce qu'on a analysé peut-être plutôt ? C'est peut-être plus le mot plus analyse que leçon. Je crois qu'on les a tirés tout de suite. Est-ce qu'on a mal fait les choses ? Est-ce qu'on n'était pas... Est-ce qu'on a tiré tout de suite toutes les leçons de toutes les... Enfin, je crois que... Enfin, nous, on est plutôt un parti et on est plutôt une équipe qui aimons, après un passage comme ça, refaire 2 ou 3 réunions, analyser, essayer de comprendre bureau par bureau, etc. Je pense que tous les partis politiques qui se valent font ça. Et non, l'analyse a été faite. Après, on avait une grosse désaffection de la gauche parce que la gauche était au gouvernement. On est entré dans un système... On dit c'est la 5e République, mais on est dans une République, c'est la 5e bis ou c'est la 6e, en faisant le quinquennat et en refusant d'inverser le système, c'est-à-dire si on avait les législatives en premier, si on avait les législatives à la proportionnelle, les Français, ils iraient d'abord des idées et après une personne. Là, ils élisent une personne, ils choisissent leur roi quelque part, on n'a pas changé. Et après, ils élisent une assemblée qui correspond à ce roi et donc ils donnent une majorité large qui fait qu'en fait, on se retrouve dans un système où il n'y a plus réellement de débat. On est dans ce système-là, ce qui fait qu'il y a une espèce d'alternance à chaque élection. Et quelque part, celui qui est au gouvernement a de fortes chances de perdre des élections locales. D'ailleurs, c'est un peu surprenant. On avait été en France, contre cette... Il y a des pays où ils ont mandat sur mandat, et puis en France, on change tous les 5 ans. Des pays où ils ont mandat sur mandat, regardez les États-Unis, on réélit une fois le président, et généralement, ça rebascule de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où ils arrivent à faire le mandat. L'Allemagne est assez stable. L'Allemagne est assez stable. Inversement, changer... Je ne suis pas pour changer pour n'importe quoi, mais parfois changer peut donner un espèce de coup de pied, d'expliquer, parce qu'on ronronne au bout d'un certain temps dans n'importe quelle élection. Si on ne sait pas assez bien renouveler sa liste, on ronronne. Et donc à ce moment-là, il faut parfois passer par une défaite. La défaite, elle est là pour nous faire progresser. Donc moi je dis, on a perdu en partie pour le national et on a perdu aussi parce que localement, des gens n'ont pas apprécié telle ou telle chose dans ce qui s'était fait dans le mandat précédent. Donc si j'ai bien compris, déjà, vous êtes pour l'inversion du calendrier au niveau des législatives. Bien sûr. Et pour une proportionnelle importante aux législatives. Et donc la question qui s'impose, c'est est-ce que vous serez candidat aux prochaines législatives en juin 2017 ? Alors, je peux dire que ma candidature est déposée auprès d'Europe Écologie Les Verts parce que pas forcément, j'aime pas me présenter à toutes les élections. Après, les copains m'ont demandé d'être candidat à ce que j'ai déposé comme candidature. Après, on va voir. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, mais s'il y a d'autres gens qui ont envie au sein d'Europe Écologie Les Verts, moi, j'en ferai absolument pas une jaunisse. J'en ferai même... une jaunisse chez les Verts. Voilà, une jaunisse chez les Verts. Pour moi, ce sera plutôt un plaisir de soutenir la personne qu'on aura choisie. On est en discussion. Il y a d'autres personnes qui seront candidats. Il n'y a pas de souci. Pour revenir aux élections et aux candidatures, moi, j'ai été surpris aux dernières élections régionales de ne pas vous voir en haut de l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut avoir un peu des infos avec le recul. Avec le recul. Parce que vous étiez élu à la région. Oui. Et on aurait pu penser que vous alliez conduire la liste. Et puis on vous a vu très très loin sur la liste.
C'est la volonté du parti. C'est la démocratie. C'est la démocratie qui a joué à plein et c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas là pour être élu tout le temps. Maintenant, moi, je pense que il y a pas besoin de recul. Hein. D'entrée, je n'étais pas sur la stratégie qui avait été choisie. Après, ça ne m'a pas empêché de soutenir, de faire tout un tas de meetings, de réunions, d'être sur la liste, etc. Ça ne me posait pas de problème. Mais après, je pense qu'on s'était trompé de... Mais qui choisit justement la stratégie? C'est les militants? C'est les militants. C'est les militants qui ont choisi. Nous, on a déposé la possibilité... On a posé aux militants par motion, etc., la possibilité de choisir une autre stratégie, une stratégie surtout basée sur le rassemblement des écologistes, de citoyens, de gens engagés dans des associations. Il a été choisi plutôt de faire un rassemblement avec le parti de gauche. C'est un choix que je respecte, que j'ai respecté, puisque j'ai fait la campagne, etc. Mais je pense que c'était pas le bon, surtout à ce moment-là. Quand on perd ses mandats comme ça, est-ce que c'est pas un peu, on se retrouve pas un peu seul, un peu vide de ces journées, ou alors on passe tout de suite à autre chose? Quand on perd ses mandats... Parce que je pense que le travail à la région était quand même assez important. Le travail était important et intéressant. Je pense qu'on souffre plus de voir certains projets qu'on a lancés remis en cause. Je pense par exemple qu'on avait beaucoup soutenu la création par exemple de pistes cyclables dans le cadre du contrat d'agglomération. Quand on voit le maire de Saint-Chamond qui arrive et qui... d'un coup de balai fait disparaître les pistes cyclables, on trouve ça crétin. C'est peut-être parce qu'il fait pas de vélo. C'est peut-être parce qu'il fait pas de vélo. Alors que, par contre, on voit un autre maire du même bord, on voit le maire de Jean-François Barnier, le maire du Chambon-Feugerolles, qui dit « Mais c'est incroyable, ces pistes cyclables, elles sont remplies de monde, tout le monde est donc content. » lui fait du vélo alors. Donc, je pense qu'il en fait pas plus que, que le maire de Saint-Chamond, mais là-dessus, il a été un peu plus ouvert. Donc, quand on voit effectivement certains projets qu'on a lancés qui sont remis en cause, je pense par exemple à tout le soutien qu'il y avait en direction des festivals culturels en Rhône-Alpes et particulièrement à Saint-Étienne, et que tout est jeté par terre. Quand on voit le soutien qui était vis-à-vis des associations de protection de la nature qui font un travail évident, les copoles du Forest, il est évident que c'est une réserve naturelle intéressante et que c'est un lieu d'accueil pour les touristes locaux intéressant. Quand on voit Vauquier qui balaye ça, c'est sûr qu'on ne l'apprécie jamais. On peut peut-être même faire une parenthèse. Vous avez été président de la FRAPNA, on a dit pendant 6 ans. Je crois que l'écopole était gérée par la FRAPNA. Oui. Et c'est plus la FRAPNA. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, c'est toujours la FRAPNA qui le gère. On m'a parlé qu'à une époque, c'était les chasseurs qui avaient récupéré la gestion, non? Non, les chasseurs auraient aimé la récupérer, mais Non. c'est vieux et ils ne l'auront pas, parce que c'est une propriété qui appartient à la FRAPNA. Et puis les chasseurs ont un domaine quand même qu'ils gèrent, c'est Biterne. Par contre, ce que vous voulez dire, si je vois ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait une gravière qui appartenait à la communauté de communes du Pays Rouennais, qui avait été réaménagée. Je suis désolé, je suis un peu brouillon, je maîtrise pas tous les dossiers. C'est pas grave. Et effectivement, dès que le maire de Roanne a été élu, la première chose qu'il a fait, c'est de la retirer aux associations de protection de la nature pour la mettre aux chasseurs. Donc maintenant, c'est devenu une école de pêche et de chasse. Bon, voilà, pas plus de commentaires. Donc je dirais que quand on n'est plus élu, ce qui est difficile, c'est de voir des projets pour lesquels on s'est battu s'arrêter ou disparaître. On en voit d'ailleurs d'autres continuer. Et notamment, j'ai vu Saint-Étienne Métropole continuer certaines choses, donc j'en suis assez content. Je pense par exemple, même au sein de notre majorité, par exemple sur le développement de la pépinière d'entreprise de la Cité du Design, je pense que notre majorité avait quelques doutes. Aujourd'hui, notre majorité est toute fière, notre ancienne majorité est toute fière de ce qui s'est passé et contente qu'aujourd'hui on double la pépinière de la Cité du Design. Donc c'est bien. Au niveau de l'écologie, est-ce qu'on est satisfait ou il y a des progrès à faire? Il y a toujours des progrès, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir à Saint-Étienne? Alors, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire. D'abord, comme philosophie de vie, je pense que j'ai pas envie de me satisfaire que de là, quoi. J'ai envie qu'on aille plus loin. Après, à Saint-Étienne, il y a d'énormes progrès à faire. On est une ville qui a beaucoup de retard en termes de développement des énergies nouvelles, dans les bâtiments, etc. En termes d'économie d'énergie, en termes de transport en commun. On a un retard très important sur les transports pour tous. Quelque part, le tram, je pense le projet de tram devrait être beaucoup plus ambitieux. Sur les vélos, on a un retard phénoménal. Sur les déchets, on nous dit allez, le maire de Roche-la-Molière s'en occupe. Il dit il faut développer le recyclage accéléré, etc. Et puis on voit que les containers, par exemple à verre, sont pas ramassés assez régulièrement, que les gens sont obligés de poser leur verre à côté. C'est-à-dire que même ceux qui ont envie de faire quelque chose, quelque part, on ne leur offre même pas les moyens de faire plus. Donc au niveau local, on voit qu'il y a aussi des freins.
Bien sûr. C'est dans le comportement de la population ou c'est dans l'atmosphère générale? Alors nous pensons que ce n'est absolument pas dans le comportement de la population. Dans le comportement de la population, d'abord, on pose une question, sondage de base, à n'importe qui, on dit est-ce que vous êtes prêt à faire un geste pour l'environnement? 95% des gens disent oui. 95% disent oui, il y a un réchauffement climatique. Alors quel geste ils sont prêts à faire? C'est jeter une bouteille en verre, etc. Enfin bon, c'est un petit geste. Et puis il y a quand même ce que certains appellent vulgairement les bobos, que d'autres sociologues ont plutôt appelé les créatifs culturels. Quand on pose la question, alors qui sont de tous bords, hein, 33% ils représentaient il y a 20 ans. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont à 48% de gens qui essayent d'avoir une vie qui respectent la planète. Je dis pas qu'ils y arrivent, mais je dis qu'ils essayent de faire le maximum. Moi, j'ai un voisin qui roule en Porsche Cayenne. Il me fait rire quelque part, mais il me dit, écoute, j'essaye de faire le maximum, j'ai changé mes ampoules, etc. Je lui dis, pense peut-être au véhicule, mais bon, il me dit, mais j'ai un vélo, parfois je m'en sers le week-end et tout. Bon, mais cette personne-là, quand je vois sa maison, qu'elle est totalement isolée, qu'il a mis des panneaux solaires, etc., il se pose les questions et il essaye d'y rentrer dedans. Quand on met du bio moins cher, on voit que les gens achètent de l'alimentation bio parce qu'ils ont envie de manger sain. Donc, il est possible de développer l'écologie facilement parce qu'on a de plus en plus de la population qui en a envie. Il suffit de travailler avec eux. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question comme ça, mais est-ce que le bio et tout ce qui est panneaux solaires, c'est pas un problème de riche finalement? Parce qu'un pauvre, il pense à manger déjà, et puis après, il pense à payer son loyer, et puis après, s'il peut faire de l'écologie, oui, mais enfin, c'est peut-être pas sa première préoccupation. Vous avez totalement raison. Parce que les panneaux solaires, c'est quand même pas donné. Hein. J'ai un ami qui est adjoint à Lille à l'énergie, qui s'est lancé comme font toutes les villes, dans l'isolation des logements sociaux, etc., pour justement diminuer la facture. Lui, il a lancé un système local qui consiste à envoyer des personnes chez toute personne qu'il demandera pour les conseiller en énergie. Avec 2600 € d'investissement par logement ou par famille, c'est-à-dire 800 € qui consistent en des changements dans l'électricité, etc., 1600 € la personne qui vient et qui vous conseille. C'est 1800 € le temps horaire de la personne qui vient chez vous, 800 € d'investissement. Il diminue la facture énergétique de 30% de tous les foyers. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que quand on est dans la mouise financière, chômage, etc., on n'a pas le temps de se convertir à l'écologie et on ne sait pas, ça nous paraît trop cher. Pourtant, il existe des sites, par exemple, dans le cadre des certificats énergie, mesampoules-gratuites.com, où les gens ont droit à demander, n'importe quel Français a le droit à demander des ampoules gratuites. Mais pas des ampoules fortes consommatrices, mais des ampoules qui consomment beaucoup moins, et ainsi de suite. Et par des tout petits gestes, il fait gagner aux gens un tiers de leur budget énergie. Donc voilà, une écologie qui répond aux soucis de ceux qui sont dans la mouise, et il y en a beaucoup trop malheureusement, et qui est une écologie accessible. Donc la morale de l'histoire, c'est que chacun peut faire un petit geste à son niveau. Oui, mais qu'il faut l'aider, et que les collectivités doivent les aider. Les assister un peu alors, même si ce mot n'est pas trop à la mode. J'aime pas forcément ce mot, mais je dirais travailler avec eux, coopérer avec eux, construire un projet avec eux. Assister, c'est comme assistant, c'est pas un vilain mot, non? D'accord. Mais oui, mais la droite parfois se oui, mais du mot mais souvent des gens parlent d'assistanat et, voilà. Et ils n'ont jamais travaillé de leur vie, donc on peut pas vraiment dire c'est délicat. On va dire ça. Voilà. Pour ce qui est du transport, on en a parlé au début de l'émission. Vous m'avez dit que vous prenez beaucoup le train. Alors moi, je vous vois souvent sur Facebook. Vous dites le train est en retard, le train est annulé. Expliquez-nous un peu le quotidien de quelqu'un qui doit tous les jours aller au travail avec le train. Eh bien, moi, je dirais la SNCF, elle dit 90% des trains sont à l'heure, des trains locaux. L'heure d'été ou l'heure d'hiver? 90%, ça veut dire que pour quelqu'un qui fait 5 fois l'aller-retour Saint-Étienne-Lyon dans la semaine, eh bien, il y a un moment dans la semaine où il aura son train en retard, son train qui ne roule pas, ou etc. Et la SNCF, elle se dit, le patron de la SNCF se dit, ça suffit. C'est largement bon comme ça. Les cheminots, les usagers, ils pensent qu'on peut encore améliorer les choses et arriver presque à du 100%, comme par exemple au Japon, aux États-Unis, etc., où il y a des sociétés qui fonctionnent très très bien. Alors, au début, je précise que j'ai signalé j'étais président du comité de ligne, puisqu'en tant que conseiller régional, nous animions des rencontres avec les usagers, les cheminots, la société SNCF et puis les communes pour savoir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas sur cette ligne.
Comités de ligne qui ont été remis en cause et qui ont disparu sous Vauquier, ce qui fait qu'on ne sait plus. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis la rentrée, c'est pratiquement systématique qu'il y a des soucis. Donc première chose, j'avertissais quelque part sur Facebook et Twitter qu'effectivement il y avait tel ou tel problème. Deuxième chose, si je le fais, c'est qu'on est un certain nombre à le faire et que quand on est à Lyon, qu'on va prendre le train à Perrache et qu'on voit que Perrache devient bloqué, on sait qu'on peut très vite se retrouver coincé à Lyon pour la soirée. Donc on prévient. Et il y a tout un système de tweets qui permettent à tout le monde de dire attention, Pardieu se bloque, on va sur Perrache, ou inversement, Perrache se bloque, on va sur Pardieu. Et rouler un peu mieux, dans de meilleures conditions, et trouver des solutions. Pour rester dans le secteur, est-ce qu'il y a des lignes entre Saint-Étienne et Lyon qui ont été supprimées, ou est-ce qu'on est toujours à la même chose? Alors Saint-Étienne et Lyon, c'est une ligne qui a été pratiquement totalement modernisée et qui fonctionne pas trop mal, même plutôt bien en France. On dit que c'est la première ligne de France. C'est la première ligne de France si on enlève les RER. Parce que les RER, c'est donc en trafic et en histoire alors. En trafic et en histoire. Exactement. Et même, je dirais presque en cadencement, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de trains. Aux heures de pointe, on a un train tous les quarts d'heure quasiment qui part de Château-Creux. Donc c'est une ligne qui fonctionne plutôt bien quand même. Après, on a des soucis, et là, on a des soucis qui sont autres, c'est que on a des lignes qui sont en mauvais état, comme par exemple entre Bouin et Noir-Étable, et on a la SNCF qui a la volonté de fermer ces lignes, parce que ça coûte cher à entretenir, et on a Vauquier qui laisse fermer ces lignes. C'est plus grave. Si on met des cars à la place, qu'est-ce que ça change quelque chose? Alors, le car, quand vous faites Saint-Étienne-Clermont-Ferrand, il va même être plus rapide. Vous allez dire, ça change rien. Par contre, pour la personne qui faisait Bouin à Noir-Étable, ça change tout. Parce qu'elle n'a plus de liaison en transport. Enfin, elle aura peut-être un bus, mais au-delà, par exemple, Noir-Étable-Thiers, elle n'aura pas forcément de bus. Donc ça change des choses pour elle. Quelque part, ces lignes, elles n'ont pas une fonction uniquement entre les deux points principaux, les deux grandes villes, elles ont aussi des fonctions entre les petits villages. Et ça, on est en train de le laisser supprimer. Et pour quelle raison? C'est juste une histoire de coût? Parce que normalement, dans l'État, il devrait y avoir un mot principal, c'est aussi le mot service. Oui. Mais actuellement, on est uniquement sur le coût. Quand on parle de tourisme, on parle de service, parce que c'est ça qui attire les gens. Oui. Pourquoi dans tout ce qui est fonctionnement de l'État, on met le côté service à la poubelle? Parce que c'est trop cher, c'est la seule raison? Parce que moi je dirais qu'on s'est retrouvé sur l'Union européenne qui quelque part a tiré tous nos pays vers le haut, est aujourd'hui aux mains d'une droite de plus en plus thatchérienne, voire pire d'ailleurs, parce que dans certains États on est plus proche de Marine Le Pen que de Margaret Thatcher, et cette droite-là veut la destruction des services publics. Parce que les services publics, alors même pour des raisons qui sont... Parce qu'on va vous dire, les services publics, c'est des syndicats, etc. C'est des feignants. Ça ne marche pas, c'est des feignants, c'est ceci, c'est cela. C'est même pas... moi, j'entends des gens faire des critiques sur la SNCF. Moi, je fais des critiques en disant, tel jour, ça n'a pas marché. Et je suis pour qu'on se réunisse et qu'on essaie de voir pourquoi ça n'a pas marché et comment on sort du problème. Et il y en a qui vous disent, mais non, ça ne marche jamais. Ils n'ont jamais pris le train. Ils sont dans leur voiture personnelle. Bon... Comment ils peuvent en parler? Mais néanmoins, c'est eux qui vont dire, écoutez, on supprime telle ou telle ligne, et par cela, pénaliser des dizaines de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer la voiture. Une question, même une suggestion même un peu provocatrice. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas faire le train gratuit pour faciliter les voyages entre Saint-Étienne et Lyon, plutôt que de faire cette fameuse A45? Qui pose beaucoup de questions aussi. Alors, si j'avais 1 milliard d'investissements à faire, puisque c'est en gros ce que va nous coûter, ce que va coûter aux collectivités et à l'État la 45, je ferais d'autres investissements. J'améliorerais sur place la 47, notamment au droit de rive de Gier. Je ferais des murs anti-bruit. J'améliorerais le train. J'utiliserai une partie de cet argent à investir dans les énergies nouvelles, dans les deux villes que sont Saint-Étienne et Lyon. Mais je ne ferai pas la 45 et je créerai des emplois parce que je ferai du travail à longue durée. Enfin, quelque part, je créerai une filière sur les énergies nouvelles sur ces deux villes et quelque part, on créera l'emploi pour la longue durée. Maintenant, le train gratuit. Bonne question. On se l'est souvent posé à la région. Sachez quand même qu'avec les cartes type Oura et les abonnements qui ont été développés, notamment dans le dernier mandat à la région, moi personnellement qui le fais tous les jours, vu que 50% de l'abonnement est payé par mon employeur parce que c'est une décision aussi du gouvernement, eh bien en fait l'aller-retour me coûte 2 €. 1 € aller, 1 € retour. Mais c'était juste une question provocatrice. Donc voilà, donc on est déjà pas loin de la gratuité. Je voulais pas changer le monde. Hein. Et puis autrement, pour ceux qui voulaient changer le monde, on avait fait la gratuité pour ceux qui étaient dans des minima sociaux, au chômage, etc. Et Laurent Wauquiez, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il le supprime. Voilà. Donc je crois que nous avions été pas loin de la gratuité, très très proche. Nous avons amélioré les conditions de circulation.
et que malheureusement, on a un Laurent Wauquiez qui casse tout. Pour ma part, je pense qu'il faut toujours un minimum de participation et jamais que ce soit gratuit. C'est ce que, sur les tests qui ont été faits, sur les lignes gratuites... Parce que quand c'est gratuit, ça vaut plus rien, comme on dit. Il vaut mieux toujours au moins 1 euro symbolique, comme on dit. Hein. Sur les tests qui ont été faits sur les transports pour tous, on a différentes villes qui l'ont fait. Figeac est complètement resté sur le transport totalement gratuit et il trouve que ça fonctionne bien. Et puis certaines villes comme Châtellerault, par exemple, ont dit si on met un minimum, c'est quand même mieux que si c'est gratuit parce qu'il y a un peu plus de... On se dit que c'est pas totalement gratuit et qu'on respecte un peu mieux. Une forme de respect. Voilà, c'est ce que dit Châtellerault. Je suis pas partisan des transports gratuits, je le dis, mais je suis partisan des transports les moins chers. J'ai bien compris. Par contre, vous êtes pour les transports. Eh oui. Donc, les transports pour tous. Si j'ai bien noté, pas d'A45 pour vous. Pas d'A45 pour moi. Quel est le fondement, parce que je vois bien le débat, hein, les pour et les contre, qui vous dit non, il ne faut pas une A45 parce qu'il y a beaucoup d'arguments positifs. Ils vont dire voilà, on va développer et l'entreprise et les transports plus rapides. Pourquoi il y a des gens pour, pourquoi il y a des gens contre? C'est la logique, c'est la démocratie. Mais vous, l'argument principal du fait de nous dire pourquoi vous ne voulez pas de cette A45? Si je vous dis tout ce qui m'oppose à la 45, ça va être trop long. Donc je vais dire l'argument principal. Le lambda comme moi qui n'a pas vraiment d'avis, puisque moi je vais pas être embêté, je vais pas prendre ma voiture. Donc pourquoi oui, aujourd'hui, en dehors des heures de pointe, vous mettez en gros, si vous roulez un peu vite, je sais pas, 45-50 minutes en voiture entre Saint-Étienne et Lyon. S'il se passe rien à Givors. Si vous passez aux heures de pointe ou qu'il s'est passé quelque chose à Givors ou ailleurs, d'ailleurs, vous allez mettre 1h30, 2 heures facilement. Vous pouvez, notamment aux heures de pointe. Hein. Demain avec la 45, rien ne change. Voilà pourquoi je dis que la 45 est une ineptie. Pourquoi? Parce qu'en fait, que quand vous allez aller prendre la 45, pour aller la prendre au départ de Saint-Étienne, vous allez soit la prendre à Saint-Chamond, soit la prendre, on va dire, vers la Talaudière. Il vous faudra traverser la 72 et tout ce secteur qui est aujourd'hui saturé aux heures de pointe. Quand vous allez arriver à Lyon, idem. Aujourd'hui, c'est bloqué à partir de Givors. Alors là, vous pouvez dire non, on n'arrivera pas par Givors, on arrivera par ce qu'on appelle les montagnes russes et on arrivera en fait à partir de Brignais, les 7 chemins. Mais Brignais les 7 chemins, tous les matins, c'est bloqué. Rien ne changera demain. Parce que parce que Lyon, quelque part, c'est un entonnoir. Il n'y a pas plus de voitures qui peuvent rentrer à l'intérieur de Lyon. Comme il n'y a pas plus de voitures qui peuvent rentrer à Saint-Étienne dans l'autre sens, les deux bouchons seront légèrement déplacés, mais resteront exactement pareils. Donc en fait, vous mettrez autant de temps. Donc ceux qui disent on perd énormément de temps, etc., j'entends pas. C'est un faux argument. Quelle est la solution alors? La solution, améliorer sur place la 47, prendre plus le TER. Comment on fait pour l'améliorer? On ne va pas pouvoir faire des voies s'il n'y a pas la place. On peut faire rouler plus de TER et on peut faire des voies à certains endroits qui pourraient nous faire gagner un petit peu. Par exemple, un truc très très simple qu'on a fait dans le dernier mandat. Moi j'aime bien le concret. On a un certain nombre de TER qui s'arrêtent à toutes les gares. On a vu qu'on avait tellement de monde sur cette ligne, et notamment sur Saint-Étienne-Lyon, qu'on pouvait faire des trains intercalés au milieu des trains qui s'arrêtent à toutes les gares, des trains directs. On a créé des directs, 7h13, 8h13 au départ de Château-Creux et ainsi de suite de l'autre côté. Ces trains-là, donc ils se remplissent à Saint-Étienne-Château-Creux, ils s'arrêtent à Pardieu ou ils se vident. Et ils s'arrêtent à aucun des... Par contre, ces trains-là, pour la SNCF, c'est très simple à faire rouler parce que c'est un train qui s'arrête quasiment pas, etc. Ils sont pleins. Donc ça veut dire que quand on met 2000 personnes dans un train, c'est 2000 personnes de moins dans les autres trains. Donc c'est quelque part de la place de gagner et donc du confort pour les usagers. Donc on peut ramener encore du monde sur cette ligne. Très bien. Bon, alors... Souvenons-nous qu'autrefois, il y avait des centaines de trains de charbon qui passaient sur cette ligne. Aujourd'hui, ils ne passent plus. Donc on peut faire passer plus de trains. Très bien. Donc on a de l'espoir pour désengorger tout ça. Alors. Bien sûr. Il y a de l'espoir. Avant de terminer, j'ai envie de jouer sur les mots. Vous êtes les Verts. On est à Saint-Étienne. Un mot sur le football pour quelqu'un qui habite à Saint-Étienne et qui travaille à Lyon? Est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous êtes un fan de Saint-Étienne? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un tiers des salariés de la ville de Lyon qui viennent de Saint-Étienne. Un tiers qui vient de Grenoble et un tiers en gros, qui vient de l'Isère et un autre tiers qui vient du Rhône. Et les débats sont chauds, évidemment. Moi, je regrette, je suis comme tous les Stéphanois, je trouve qu'on vit une période pas trop mal pour la SS. Je regrette énormément, évidemment, la grande période de 1976. J'ai vu que vous aviez noté que Annick Jadot était capable de donner la composition des Verts de 76. Oui. Et je me suis posé la question si moi j'étais capable, et je ne pense pas pouvoir donner les 11 qui ont débuté en 76. Je peux peut-être pas dire les 11 qui ont joué la finale, mais je pense que je peux dire au moins 11 joueurs de 76. Ah bon, ça, c'est facile. Et vous voyez, eh bien Yannick Jadot qui est pourtant nantais, et on l'a refait encore aux journées d'été cet été, il nous donne les 11 joueurs sans problème.
Il en donne même un peu plus. Ouais, mais alors à l'époque, Nantes, c'était l'autre grand club. Hein. C'est bien pour C'était ça la que je grosse, dis. C'était les deux grosses machines du championnat. Hein. Tout à fait. C'est bien pour ça, et c'est bien pour ça que je dis qu'en fait, c'est un exploit pour un Nantais de bien s'en souvenir. Donc, pour rester dans le sport, quand on est un écologiste, est-ce qu'il y a des sports qui sont plus en rapport avec sa philosophie? Est-ce qu'on va faire de la course à pied? Est-ce qu'on va faire du vélo? On en a parlé tout à l'heure. Course à pied, marche, vélo, oui, c'est sûr, mais le foot est un sport aussi qui va très très bien. Très bien. Basket, Le basket aussi, pour s'élever. voilà. Très bien, ben merci beaucoup Olivier de Longeon d'être passé nous Merci. voir chez Loire FM. On peut annoncer votre probable candidature aux législatives. On peut aussi suivre de plus près maintenant Yannick Jadot qui sera donc candidat à la présidentielle si l'option est sans signature. Rediffusion de cette émission demain vendredi à 11h et puis la semaine prochaine on sera là à 18h sur Loire FM. Merci Philippe, merci Olivier, à très bientôt. À très bientôt. Well, I lay you 95, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters. Bonjour, je suis Olivier Longeon. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook.